Bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus pour cette conférence organisée dans le cadre des ouvertures qui va être donnée aujourd'hui par Dominique Morello. Donc tout d'abord une petite présentation. C'est depuis 1993 que l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier organise des conférences touchant à toutes les disciplines scientifiques, ceci dans de multiples objectifs pour valoriser l'activité de nos laboratoires, de nos chercheurs et de nos chercheuses, mais également afin de promouvoir la science auprès du grand public, la rendre compréhensible par tous et toutes et à tout âge, et aussi élargir la culture générale de nos étudiantes et de nos étudiants et les inciter à acquérir une culture scientifique pluridisciplinaire. Alors aujourd'hui, je voudrais rajouter un quatrième objectif, c'est celui d'assumer la responsabilité sociétale de l'université, qui prend en compte des aspects économiques et environnementaux. Cette activité se fédère au sein du groupe RSU, auquel j'appartiens, en œuvrant pour l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les discriminations. C'est à ce titre que je vous parle aujourd'hui. Je remercie donc très chaleureusement le pôle culture pour cette dernière conférence qui s'inscrit dans le cadre des actions pour le mois de l'égalité qui touche à sa fin. On a encore une action le 14 avril, c'est un mur d'expression devant le bâtiment U6, et aussi vous pourrez suivre à travers le Pôle Sab Hebdo des portraits de femmes scientifiques, de mentors, de mentorés. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de présenter Dominique Morello qui va nous faire découvrir justement des portraits de femmes scientifiques, des portraits un peu particuliers, et nous expliquer ce qu'est l'effet Mathilda. Dominique Morello est chercheuse en biologie moléculaire, directrice de recherche au CNRS, retraitée depuis 2016. Elle a tout d'abord travaillé à l'Institut Pasteur à Paris pendant une vingtaine d'années, d'abord dans le laboratoire de François Jacob, puis dans celui de Charles Babinet, jusqu'en 2010. Ensuite, elle a rejoint un laboratoire toulousain, le laboratoire de biologie du développement, où elle était responsable d'un groupe, mais également responsable de l'animalerie et du service de transgénèse. Alors, qu'a-t-elle fait pendant toutes ces années de recherche ? Elle s'est intéressée à la problématique suivante. Comment, à partir d'une cellule unique, l'œuf fécondé, obtient-on tant de types cellulaires différents ? Autrement dit, comment, alors que toutes les cellules de notre corps possèdent le même patrimoine génétique, une cellule de la peau va fonctionner différemment d'un neurone ou d'une cellule du foie ? Pourquoi une cellule, tout d'un coup, va devenir cancéreuse ? C'est aussi une autre question. Alors, Dominique a aussi d'autres casquettes. C'est un profil très riche. Et elle a été ensuite mise à disposition par le CNRS auprès du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse durant les 5 dernières années de sa carrière scientifique. Et à partir de 2011, elle a été très investie dans la vulgarisation scientifique, c'est toujours le cas. Elle a donc créé les kiosques Actu avec de nombreux laboratoires toulousains. Donc elle a pu organiser ces kiosques sur des thématiques très variées, très diverses, comme les cellules souches, la génétique, l'épigénétique, l'eau dans l'univers, mais également l'alimentation dans la santé, la faune sauvage et d'autres sujets encore passionnants. Et enfin, depuis une quinzaine d'années, elle est aussi membre de l'association Femmes et Sciences, et elle a animé pendant plusieurs années le groupe toulousain de Femmes et Sciences. Cette association nationale, j'imagine que vous la connaissez aussi, a pour but de promouvoir les sciences auprès des jeunes, en particulier des jeunes filles, de rendre visibles les femmes scientifiques, d'améliorer la carrière des femmes en sciences et leur permettre de constituer un réseau professionnel d'entraide. Ces activités donc sont nombreuses et variées au sein de cette association, depuis des interventions auprès des scolaires afin de leur parler justement des stéréotypes de sexe et des carrières scientifiques au féminin, jusqu'à la mise en valeur des femmes scientifiques passées ou contemporaines, des femmes ordinaires mais aussi exceptionnelles. Et c'est donc de ces dernières que vous allez nous parler aujourd'hui, de ces femmes dont le profil, la carrière n'a pas été toujours marqué dans l'histoire. Donc pour terminer, je vous remercie très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation
Et à un titre plus personnel, je vous remercie d'avoir œuvré pour l'égalité au niveau national, d'œuvrer encore pour l'égalité au niveau national, mais aussi pour notre établissement. Merci. Et bonne conférence. Merci Catherine, je suis honorée de votre présence. Je remercie l'Université Paul Sabatier. Je voulais juste rectifier quelque chose. Je suis relativement vieille, mais pas tant que ça. Et c'est en 1995 en fait que j'ai quitté l'Institut Pasteur et que je suis venue à Toulouse. Et c'est en 2010 que j'ai abandonné le laboratoire du Centre de biologie du développement où je travaillais pour aller faire les kiosques actu au muséum. Voilà, une petite rectification. Donc en fait, j'avais un double cadre, si je peux dire, aujourd'hui, et il fallait que je rentre dedans. Le premier, c'était le cycle Sciences et Images, organisé pour ces ouvertures, et le deuxième, c'était l'égalité femmes-hommes et mettre en valeur les femmes scientifiques. Alors pour rentrer dans ce moule, j'ai choisi d'abord de parler du cliché, enfin mon image, ça va être le cliché, le fameux cliché 51. Et ça va me donner un fil conducteur. Alors ce cliché, on va en reparler assez longuement dans les prochaines diapositives. Il a été en fait obtenu par un étudiant, c'est pas directement par Rosalind Franklin, mais par son étudiant qui s'appelait Gosselin. Et il représente le 51e cliché qu'ils ont réalisé tous les deux, Rosalind et Gosselin, pour essayer d'élucider la structure de l'ADN. Alors, ça va me donner ce cliché un fil conducteur, qui sont les acides nucléiques. Je parlerai de l'ADN et de l'ARN, avec 3 temps forts. Le premier, qui est donc la découverte de la structure en double hélice de l'ADN, à laquelle Rosalind Franklin a énormément contribué, un travail qui est paru en 1953. Ensuite, je passerai un petit peu de temps, peut-être pas trop, j'espère, mais j'aime beaucoup cette thématique, sur un nouvel outil d'édition du génome, enfin nouvelle, il a quand même une dizaine d'années, avec nos 2 dernières prix Nobel de chimie, Jennifer Doudna à gauche, non, à droite, pardon, et Emmanuel Charpentier à gauche. Et puis je terminerai par la mise en lumière de Kathleen Carico, qui a énormément contribué à ce qu'on utilise l'ARN comme vaccin pour la crise récente du Covid. Voilà. Alors, comme je ne sais pas quel auditoire j'allais avoir, j'ai fait un mix entre quelque chose de très basique et puis quelque chose d'un peu plus compliqué. Donc, fermez vos oreilles quand ça devient trop compliqué. Voilà. Alors, je voudrais commencer par Rosalind Franklin. Je ne l'ai pas choisie parce qu'il y a le cours qui est juste là. Je l'ai choisie parce que je trouve que vraiment, c'est une femme extraordinaire qui, malheureusement, n'a pas vécu très longtemps. Donc, j'aurais dû enlever tout le baratin, là, mais je vais vous le dire. Donc, en fait, elle est née en 1920, en juillet 1920, dans une famille bourgeoise, juive, londonienne, avec des parents qui s'intéressaient beaucoup à leur fille. Et elle a la chance qu'à Londres, il y ait une école de filles, réservée aux filles, dans laquelle on enseigne les matières scientifiques, en particulier la physique et la chimie. Elle est une élève brillante, elle passe son bac brillamment, enfin l'équivalent du bac brillamment, elle a une bourse, son père le refuse qu'elle la prenne, et elle s'en va travailler à l'université de Newham sur un cursus de physique et chimie. Elle obtient, elle passe ses examens et elle s'inscrit dans un doctorat en physique-chimie et elle soutient sa thèse en 1945. Et elle travaille sur la porosité du charbon. Alors, pendant qu'elle faisait ses études à l'université, elle a rencontré une femme qui va beaucoup compter pour la suite de sa carrière, qui s'appelle Adrienne Weil, et qui est une chercheuse française
qui a répondu à l'appel du général de Gaulle et qui est allée en 1940 à Londres. Et elle vient parler de sa rencontre avec Marie Curie, et elle fait un séminaire en français sur Marie Curie. Et Rosaline écoute de toutes ses oreilles, elle est très impressionnée par cette femme, et elles entretiennent des relations épistolaires. Après, elles se rencontrent très souvent, et du coup, Rosaline aime beaucoup la France, elle le dit, elle aime sa gastronomie, elle aime ses paysages. Et quand on lui propose, à la fin de l'année 1946, de venir comme ingénieur en France, à Paris, dans le laboratoire central des services chimiques de l'État, elle accepte très très volontiers. Et là, elle va passer 3 ans. Alors, il faut dire, pour la suite de l'exposé, c'est très important, que l'ambiance dans ce laboratoire était chaleureuse, que les rapports entre les élèves, les étudiants et les sachants étaient très agréables, que les femmes étaient considérées à leur juste place, qu'il n'y avait pas d'inégalité entre les traitements des femmes et des hommes. Elle va y apprendre la rigueur scientifique, qui correspond bien à son tempérament, et en plus, elle va apprendre la technique pour laquelle elle était venue passer ces 3 ans, c'est-à-dire la radiocristallographie. Et elle applique ça au charbon. C'est un domaine qu'elle connaît très bien depuis déjà 7 ou 8 ans. Elle acquiert une réputation internationale et elle est rappelée en fait par ses maîtres durant son doctorat. Et en particulier, on lui propose un poste au King's College à Londres. Et elle accepte de revenir en Angleterre. Et là, déchantement total, l'ambiance y est fort désagréable. C'est le patron du labo s'appelle Randall et il lui propose de travailler avec Maurice Wilkins et d'appliquer les techniques qu'elle avait apprises à Paris pour analyser la structure de l'ADN, une macromolécule du vivant. Et Wilkins, en fait, il ne voit pas du tout l'arrivée de Rosaline d'un œil favorable. Au contraire, il la pensait un peu comme une subordonnée. Et elle est à la fois rebelle, mais elle a raison, elle connaît la technique. Et elle n'a pas du tout envie de se considérer comme une inférieure par rapport à lui. Et donc, l'ambiance devient de pire en pire. Elle finit par travailler dans son coin. L'ambiance est telle qu'elle va quitter le King's College en mars 1953 pour aller au Birkbeck College, où elle va toujours appliquer la même technique de cristallographie aux rayons X, mais cette fois-ci sur des virus, et en particulier des virus ARN, comme le virus de la mosaïque du tabac ou le poliovirus. Et puis, très probablement, à cause de la manipulation des rayons X, elle va mourir prématurément à l'âge de 37 ans, le 16 avril 1958. C'est presque un anniversaire aujourd'hui. Voilà, alors ça c'est pour sa biographie très sommaire. Et on va revenir maintenant sur ce fameux cliché. Donc, comme je vous ai dit, elle est arrivée dans ce laboratoire en janvier 1951. Et en mai 1952, donc quasiment 1 an et demi plus tard, son étudiant obtient ce cliché à partir d'un cristal d'ADN. Elle avait déjà fait beaucoup d'expériences, puisque c'est le 51e cliché, mais elle avait eu des images qui n'étaient pas aussi évocatrices d'une forme hélicoïdale de la molécule. Et c'était essentiellement lié au fait qu'il y a 2 formes de l'ADN. Il y a la forme non hydratée, la forme A, qui donne des images un peu confuses, diffuses, et puis la forme B, qui est une forme hydratée, qui lui permet d'avoir cette très belle image. Et là, elle comprend très vite plein de choses sur la structure de l'ADN, en particulier que la chaîne sucre-phosphate se trouve à l'extérieur, et qu'elle va avoir, cette molécule, une structure hélicoïdale. Elle ne sait pas encore si c'est double hélice ou pas, donc elle continue dans son coin. Mais elle n'est pas la seule dans ces années-là à travailler sur l'ADN, et en particulier Watson et Crick sont à Cambridge, à 200 km de là, et depuis un an et demi, ils travaillent de manière relativement acharnée, si j'ai bien compris en lisant le livre de Watson, La double hélice, sur la structure de l'ADN.
Alors eux, ils ne sont pas du tout comme Rosaline. Rosaline, ce n'est pas du tout une théoricienne, c'est une expérimentatrice, c'est-à-dire qu'elle regarde ses expériences et elle en conclut des choses. Alors que Watson et Crick, c'est exactement l'inverse. Ils font des modèles, ils n'ont jamais touché une molécule d'ADN. Et ils glanent des considérations, des observations à droite, à gauche. Ils discutent beaucoup avec leurs collègues et ils construisent un modèle en maquette de l'ADN. Et ce qui se passe, c'est que juste après Noël 1952, donc au début de janvier 1953, Watson vient rendre visite à Wilkins. Bon, je vous ai dit que les relations étaient détestables avec Rosaline, donc ils évitent Rosaline. Et à l'insu totalement de Rosaline, Wilkins montre ce cliché et d'autres données de Rosaline à Watson. Watson, qui était sur le coup de l'ADN depuis pas mal de temps, est extraordinairement content d'avoir ce cliché et comprend tout de suite que ça veut dire que la structure de l'ADN est hélicoïdale. Et jusqu'à présent, ils avaient travaillé sur un modèle à 3 hélices avec la chaîne sucre-phosphate à l'intérieur, les bases à l'extérieur, enfin ça ne collait pas du tout. Et donc, en 3 semaines, ils retravaillent complètement leur modèle et proposent à la revue Nature la publication sur la structure en double hélice de l'ADN le 25 avril 1953. Alors, ce que fait Rosaline pendant ce temps-là, qui ne sait toujours pas d'ailleurs qu'on lui a piqué son matériel, elle exige quand même que dans le même numéro de la revue de Nature, elle puisse, elle, présenter les résultats expérimentaux qui vont venir, c'est un peu un comble, corroborer le modèle théorique de Watson et Crick. Voilà. Alors, en quoi est-ce que c'est révolutionnaire, ce modèle? Je m'excuse pour mes camarades biologistes ici présentes qui savent tout déjà par cœur. Mais bon, je pense que 70 ans après, c'est quand même bien d'y revenir. Donc, on présente l'ADN. Je ne sais pas si mon doigt va faire quelque chose. C'est pas très grave. Il ne me répond pas. Bon, alors, on a une... Où elle est? Ah oui. Mais je ne la vois pas. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, on a une structure en double hélice avec 2 chaînes. Avec cette chaîne, c'est un peu comme un escalier hélicoïdal, avec une chaîne sucre-phosphate ici, et puis les bases. Donc, il y a 4 lettres dans l'ADN. A, adénine, et T pour thymidine, qui sont appariées. Et puis cytosine et guanine qui sont appariées avec des ponts hydrogènes. Donc c'est ça qui présente comme modèle, avec un brin qui est dans un sens et l'autre brin qui est dans l'autre sens, et qui sont totalement complémentaires. Et comme ils le disent dans leur article, il n'a pas échappé à notre attention que l'appariement spécifique des bases que nous avons postulées suggère immédiatement un possible mécanisme de recopiage du matériel génétique. C'est super fort, ça. Et donc, après leur séparation, il suffit que chacun des 2 brins serve de matrice à la synthèse d'un nouveau brin complémentaire pour que soient reconstituées 2 doubles hélices identiques qui se retrouveront dans les 2 cellules filles issues de la division d'une cellule mère. Donc, c'est une sorte d'auto-reproduction de l'ADN au fur et à mesure des divisions cellulaires avec conservation intégrale de l'information génétique. Alors, c'est hyper révolutionnaire. À l'époque, on ne savait pas qu'il y avait des mutations, ce genre de choses, mais bon, c'est une base indispensable pour la suite de tout ce qui va advenir pendant les 70 prochaines années. Alors, tout ça va aboutir à ce qu'en 1962, Watson, Crick et Wilkins obtiennent le prix Nobel. Alors, Wilkins apparemment a murmuré pendant la réception du prix, oui, que Rosaline avait un peu contribué. Watson et Crick se sont bien gardés de ça. Et pourtant, en 1954, dans une publication, ils disent
We wish to point out that without these data, donc des data du King's College, the formulation of our structure would have been most unlikely, if not impossible. Et il a fallu attendre 1999 pour que Watson admette the Franklin photograph was the key event. Voilà. Alors vous me direz, bon c'est normal, 1962, elle était déjà morte depuis qu'est-ce que c'est, 4 ans, 5 ans, 4 ans. On n'offre pas de prix Nobel à titre posthume, c'est complètement faux. Dans les règles du prix de l'attribution du Nobel, jusqu'en 1974, on pouvait tout à fait donner un prix Nobel à titre posthume. Moi, je pense que plutôt la question, c'était très compliqué, comme on ne peut pas donner de prix Nobel à plus de 3 personnes. S'il avait fallu inclure Rosaline, il aurait fallu évincer Wilkins, et ça, je pense que ça aurait été vraiment dur. Bon, bref, elle a eu quand même à titre posthume quelques prix, dont le prix Louisa Grosso-Horwitz, qui est un très beau prix, en 2008. Voilà. Et donc, pour moi, Rosalind Franklin, c'est une femme remarquable qui n'a pas du tout pu s'exprimer à sa juste valeur, qui est morte trop tôt, et qui est un exemple parfait de ce qu'on appelle l'effet Matilda, qui est donc la minimisation volontaire du travail scientifique d'une femme. Et cet effet Matilda, en fait, il a été nommé ainsi, conceptualisé, par une historienne des sciences, Margaret Rossiter, qui est toujours vivante, et qui a beaucoup travaillé sur la place des femmes dans l'histoire des sciences aux États-Unis. Et donc, elle a nommé l'effet Matilda pour signifier donc, le déni ou la minimisation récurrente de la contribution des femmes scientifiques à la recherche, leur travail étant très souvent attribué à leurs collègues masculins, qui peut être leur patron de thèse ou leur mari. Et elle a appelé cet effet Matilda, en fait, en hommage à Matilda Jocelyn Gage, qui est une autrice américaine qui a traversé tout le 19e siècle en se battant contre toutes les oppressions et toutes les formes d'injustice. Voilà, donc c'est l'effet de Matilda. Alors, mais il ne faut pas croire que Rosalind Franklin soit le seul exemple d'une femme ayant subi l'effet Matilda. Je vais vous en donner dans la prochaine diapositive 3 exemples, mais pour en citer de très nombreux et encore très contemporains. Alors, je mets l'accent sur Jocelyn Bell qui vit toujours, qui est une femme apparemment adorable, très discrète, et qui, pendant sa thèse, a découvert les premiers pulsars. Donc, c'est des, si je ne veux pas dire des bêtises, hein, vous me corrigerez, c'est des étoiles très très denses à neutrons qui pulsent comme un phare. Et son patron de thèse, qui s'appelait Anthony Hewish, n'a jamais voulu, enfin au début, ne croyait pas du tout à ce qu'elle racontait. Et elle a dû faire des photos et des photos et des photos et des observations des nuits, des très longues nuits entières, pour qu'il finisse par s'intéresser à son résultat. C'était la découverte du premier pulsar, et c'est lui qui a eu le prix Nobel en 1974, sans mentionner sa contribution. Elle dira, mais c'est pas grave, de toute façon, si j'avais eu le Nobel, je me serais beaucoup plus ennuyée que maintenant. Là, je reçois des tas de prix, tout va bien. Et on appelle ça le prix Nobel, puisqu'elle s'appelle Nobel. Voilà. Un autre exemple que je voudrais vous dire, qui pour moi est le second exemple emblématique après Rosalind Franklin, qui est Lise Meitner. Donc, Lise Meitner, c'est une Autrichienne qui a travaillé pendant une quarantaine d'années avec Otto Hahn. Elle est physicienne, Otto Hahn était chimiste, et ils ont travaillé sur la fission nucléaire. Et à cause de la montée d'Hitler, elle est partie en Suède. Et une nuit, bon, c'est l'histoire qui raconte ça, elle se promenait avec son neveu Otto Fritsch, je ne sais plus où en Suède, et elle s'est mise à conceptualiser, à théoriser les mécanismes de la fission nucléaire.
Et malheureusement, bon, peut-être que c'était la guerre, peut-être que tout ça, que la Suède était trop éloignée d'Otto Hahn, qui était toujours à Berlin. Quoi qu'il en soit, c'est lui qui a eu le prix Nobel de physique sans mentionner sa contribution. Et le dernier exemple que je voudrais vous donner, c'est Marthe Gauthier. Marthe Gauthier, elle est née en 1925, elle vit toujours. Et elle a vraiment galéré, la pauvre. Ça, c'est une photo qui a été prise lors de la remise de la Légion d'honneur par Claudine Hermann, qui est une des fondatrices de Femmes et Sciences et qui est malheureusement décédée récemment. Et Marthe Gauthier, c'est une pédiatre qui a travaillé, quand elle est revenue des États-Unis, sur la trisomie 21. On appelait le mongolisme à l'époque. Et c'est la première qui a pu montrer que les enfants mongoliens avaient 3 chromosomes 21. Et c'est la première fois qu'on faisait la relation entre une maladie génétique, enfin une maladie et une anomalie génétique. Et en fait, c'est le jeune à qui elle avait confié son matériel, c'est-à-dire un cariotype montrant qu'il y avait 3 chromosomes 21, qui s'est vraiment accaparé sa découverte, qui s'est toujours mis en avant. Le premier papier décrivant cette découverte, c'était le jeune Marthe Gauthier et Turpin. Et elle a souffert, je pense, toute sa vie de ne pas avoir eu la reconnaissance qu'elle aurait méritée. Maintenant, ça va un peu mieux, mais bon, le temps est passé et elle a eu des années vraiment très, très difficiles. Voilà, donc j'en termine avec l'effet Mathilda. Et cette non-reconnaissance des femmes, cette minimisation perpétuelle de leur travail, elle se reflète dans beaucoup de choses, en particulier dans les prix, dans l'attribution des prix. Et je voudrais vous montrer cet exemple avec le prix Nobel. Donc le prix Nobel, il a été attribué pour la première fois en 1901. Il y a 950 prix qui ont été attribués, si je suis à peu près à jour, depuis cette création. Et en tout, pour tous les prix Nobel, toutes disciplines confondues, il y a eu 53 femmes. Bon, 54 prix, parce que Marie Curie a eu à la fois le prix Nobel de physique et le prix Nobel de chimie. Donc ça fait peu, ça fait 6% de femmes qui ont eu le Nobel. Et maintenant, si on regarde les prix Nobel scientifiques, ce qui nous intéresse plus, il n'y a que en 2019, 3% des femmes qui ont le prix Nobel, 18 sur 597. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie, parce que vous voyez, j'ai grisé là les derniers prix Nobel qui ont été obtenus en 2020. Et on a quand même, bon, j'ai mis l'économie, parce que le diagramme était comme ça, dans les Nobel scientifiques. Madame Duflo, là, qui a eu son prix Nobel de l'économie en 2020, Madame Gates, qui a eu son prix Nobel de physique en 2020, et Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna, qui ont eu leur prix Nobel de chimie en 2020. Donc on monte un tout petit peu dans le pourcentage des femmes scientifiques qui ont eu le prix Nobel, mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts à faire pour arriver à l'égalité. Alors, je vais vous parler maintenant. Je vais vous parler maintenant de ce qu'ont fait Jennifer Doudna, donc à droite, et Emmanuel Charpentier, qui ont eu le prix Nobel de chimie en 2020. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, bon, comme vous a dit Cathy tout à l'heure, moi j'aime bien vulgariser la science, et puis je pense qu'il y a beaucoup de domaines, en particulier en génétique, dans lesquels l'avis du citoyen n'est pas assez pris en compte. Mais pour que l'avis du citoyen soit pris en compte, il faut l'éduquer, ce citoyen. Il faut lui donner des bases, ou cette citoyenne, bien sûr. Il faut lui donner des bases de telle façon qu'il puisse, à un moment donné, s'impliquer dans la discussion. Et le modèle dont je vais vous parler, dont vous avez certainement entendu parler déjà, c'est pour ça que je vais me permettre de rentrer un tout petit peu dans les détails. C'est un truc révolutionnaire. Et personnellement, je pense qu'il y a des limites à ne pas franchir, qui ont déjà été franchies, et qu'il est temps vraiment de trouver une législation consensuelle, internationale, et qui manque pour l'instant. Donc revenons
à ces deux femmes qui se sont vues attribuer le prix Nobel en 2020 pour avoir fabriqué, proposé un outil qui permet d'éditer le génome, n'importe quel génome, de n'importe quelle espèce, à n'importe quel endroit. Alors, il a un nom absolument imprononçable qui s'appelle CRISPR-Cas9. Mais vous allez voir que dans 2 diapos, vous pourrez le prononcer, vous serez super à l'aise, j'espère. Alors, juste, parce que je vais parler un tout petit peu d'ARN. Donc, le modèle de la double hélice, on l'a vu très rapidement tout à l'heure, par un processus qui s'appelle la transcription, qui se passe dans le noyau. Il y a un des brins d'ADN, celui qui est orange, qui est transcrit en un brin qui est quasiment identique à l'autre brin complémentaire, excepté qu'une des bases, T, la thymidine, se transforme en uracile. Cet ARN, il y a plein de types d'ARN différents dans la cellule. Il y a les ARN de transfert, les ARN ribosomaux, des petits ARN très variés. Et puis, il y a, commence à prendre un peu de lettres de noblesse depuis 2 ans, l'ARN messager. Donc l'ARN messager, comme son nom l'indique, c'est ce qui permet le transfert entre ce qui est contenu dans le génome et la synthèse des protéines. C'est un messager qui, lors d'un processus qui s'appelle la traduction, qui se passe cette fois-ci dans le cytoplasme de la cellule, aboutit à la synthèse de protéines. Petite base simple. Regardez, là, il y a CRE, TRAC. Je vais en parler un petit peu. Alors, juste très très brièvement, avec mes antisèches, si je les retrouve, voilà. Jennifer Doudna et Emmanuelle Charpentier. Alors, elles sont à peu près contemporaines. Jennifer Doudna est née en 1964 et Emmanuelle en 1968. Alors, j'ai beaucoup pompé sur ce livre que j'ai apporté. Si vous voulez le feuilleter, je vous m'engage à l'acheter. Il est génial. Ça s'appelle la saga CRISPR, qui a été réalisée par une journaliste, Aline Richard-Zivolava, et qui est parue là à l'octobre 2021 chez Flammarion. Alors, donc, elle dit à un moment donné, l'une est blonde et l'autre est brune. Ça, c'est pour mes copines de Femmes et Sciences. Quand on présente les hommes, on dirait jamais l'un est blond, l'autre est brun. Voilà. Mais pour les femmes, on dit l'une est blonde et l'autre est... Non, etc. Alors, Jennifer Doudna, donc, elle naît à Washington et elle passe la majeure partie de son adolescence, son enfance, à Hawaï, où, dit-elle, elle découvre la nature, la beauté de la science, et elle commence à être très impliquée là-dedans. Emmanuelle, elle vit en banlieue parisienne. Les parents de Jennifer sont des intellos, des universitaires. Les parents d'Emmanuelle, lui est chef jardinier et sa maman est infirmière. Jennifer, elle passe son doctorat en 1989 sur l'ARN. Elle travaille sur l'ARN, c'est une championne de l'ARN. Et Emmanuelle Charpentier, elle passe son doctorat après avoir été à l'université Pierre et Marie Curie à Paris en microbiologie. Et après, elle va partir, Emmanuelle, faire un postdoc à l'Institut Pasteur pendant 2 ans, toujours sur la microbiologie. Et Jennifer, elle s'installe à Berkeley. Et maintenant, elle est professeure à Berkeley. Et sa spécialité, c'est toujours l'ARN. Emmanuelle, c'est une super globe-trotteuse. Elle est française, certes, mais elle a passé la plus grande partie de sa vie ailleurs. Et en particulier, elle va aller passer 5 ans aux États-Unis, 7 ans à Vienne, en Autriche, 5 ans en Suède. Et depuis 2018, elle est directrice au centre, dans un centre Max Planck, sur la science des pathogènes à Berlin. Voilà. Et donc, elles sont toutes les deux membres de leur Académie des sciences. Elles ont toutes les deux eu plein d'honneurs depuis la découverte de ce système CRISPR-Cas9. Mais la récompense suprême, elles l'ont eue en 2020.
Alors, ce que je voudrais vous dire, elles ne sont pas arrivées là et puis elles ont dit toc toc, en un an, elles ont tout trouvé. Non, pas du tout. Il y a une histoire, c'est ça la science, c'est que ça se construit petit à petit avec plein de gens, de disciplines différentes. Et je vais me permettre de vous en faire un très bref historique. Ne vous paniquez pas avec la diapo, on va commencer là. On va commencer là, mais juste pour vous dire qu'en 2012, elles vont publier le papier avec 4 collaborateurs tristes qui va révéler ce système d'editing CRISPR-Cas9 en 2012. Mais toute l'histoire a commencé en 1987. Donc en 1987, il y a un Japonais, Ishino, qui travaille sur une bactérie que vous connaissez tous et tous, qui s'appelle Escherichia coli. Et c'est le début du séquençage, enfin, c'est le bon début du séquençage. Et il est très frappé de voir qu'il y a des séquences qui ne s'appelaient pas encore CRISPR à l'époque, qui sont... Alors c'est ça, c'est les séquences... L'ADN, je vous ai dit, c'est 4 lettres. Et bon, je vais me déplacer. Il s'aperçoit qu'il y a des séquences qui sont répétées en jaune plein de fois au même endroit et qui sont séparées par ce qu'on va appeler des épaisseurs. Il décrit ça, 1987. Et puis quelques années après, il y a un étudiant qui s'appelle Morica, qui travaille à Alicante, et cette fois-ci plus sur les bactéries, mais sur les archées. Cette archée particulière Halopherax méditerranéi qui résiste au sel, elle est dans les marais salants, et qui retrouve aussi ces séquences là comme ça, regroupées, séparées par des éléments dont il ne comprend pas très bien. Il les décrit. Et puis ça continue et on s'aperçoit que finalement ces séquences, elles ne sont pas spécifiques de la bactérie E. coli ni de cette archée-là, mais qu'on les retrouve dans énormément de micro-organismes. Et c'est en 2002 qu'elles vont s'appeler CRISPR. Donc pour cluster, ça veut dire regrouper. Vous connaissez tous cluster, puis à cause de, oui, bien sûr, on est tous des clusters du Covid. Donc cluster, regroupé, of regularly interspace, ça veut dire régulièrement interspacé. Il y a des espaces entre ces séquences. Short, parce qu'elles sont courtes, elles font une trentaine de nucléotides. Et palindromique, parce que c'est palindromique, c'est on lit dans un sens, on lit dans l'autre. C'est comme kayak, K-A-Y-A-K. Et pourquoi Cas? Donc c'est des séquences CRISPR qui sont associées à une protéine particulière, s'appelle CRISPR Associated Protein, Cas. Et cette protéine, elle a la vertu de couper l'ADN à un endroit bien précis. Voilà, donc ça continue. On commence à découvrir, à part ces séquences, les acteurs qui font que ces séquences marchent, et puis à essayer de comprendre pourquoi elles sont là, ces séquences. Et là, c'est, je trouve, super génial. Bon, il y a au moins 3 grands labos qui s'intéressent à ça. Et ces résumés-là, c'est pris du livre. Donc, en fait, on pouvait penser que la bactérie, c'est un petit organisme un peu simplet et qu'il n'a aucune immunité. Mais ce n'est pas du tout vrai. Les bactéries, comme nous, ça a une immunité. Et une bactérie, ça peut se faire infecter par des tas de choses. En particulier, ça peut recevoir des fragments d'autres bactéries. Et puis, ça peut recevoir un virus. Ça s'appelle un phage. Et ce qui se passe, c'est que... voilà. Donc, là, ici, tout là-haut, il y a l'ADN du virus. C'est le phage, là, qui a l'air d'être un petit moustique qui est posé sur la bactérie. Et donc, le virus s'accroche à la bactérie et il lui injecte son DNA, son ADN. Et puis, en gros, là, vous voyez l'ADN de la bactérie. Ce qu'elle va faire, la machinerie de la bactérie, c'est qu'elle va découper un morceau de l'ADN du virus qui est arrivé chez elle, dans sa cellule,
et elle va l'intégrer à son ADN, à un endroit extrêmement précis. Et à chaque fois qu'elle va rencontrer un nouveau virus, elle va faire la même chose. Donc il va y avoir un endroit, l'endroit qu'on s'appelle CRISPR locus, des paquets comme ça, de petites séquences qui viennent de tous les virus qu'elle a rencontrés. Et après, ça va servir de signal, et quand la bactérie va être réinfectée par un de ces mêmes virus, elle va enclencher un mécanisme qui va lui permettre d'aller couper l'ADN de ce virus qui l'a infecté. Donc c'est un mécanisme d'immunité qui est super subtil, et on ne va pas du tout rentrer dans les détails de la façon dont ça fonctionne, mais c'est à ça que servent les séquences CRISPR dans la bactérie. Alors, ce qu'elles vont faire, il faut que je revienne à ma diapo précédente, donc on continue dans la frise historique. Les différents acteurs du mécanisme CRISPR commencent à être étudiés, et puis c'est là que nos comparses vont rentrer dans la danse. Emmanuel Charpentier travaille à l'époque sur une bactérie, Streptococcus pyogenes, et elle trouve dedans une quantité absolument faramineuse de tout petits ARN qu'elle va appeler tracker RNA. Bon, là, ça va devenir un peu complexe, mais qui s'associe avec d'autres petits ARN qui avaient déjà été décrits pour permettre au système CRISPR de fonctionner. Et comme ce n'est pas vraiment une spécialiste de l'ARN, elle se dit, il faut absolument que je travaille avec quelqu'un de compétent. Elle rencontre Jennifer Doudna et commence leur collaboration en 2011. Donc cette collaboration va être très fructueuse, puisque en 2012, elles vont proposer leur outil CRISPR-Cas9 dans cette publication retentissante de Science. Donc, très schématiquement, cet outil, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet, sur n'importe quel génome, d'apporter une modification à l'endroit voulu, extrêmement précisément, en utilisant un outil très simple qu'un biologiste moléculaire étudiant en première année peut réaliser en moins de 2 semaines, et qui combine à la fois 2 petits ARN pour en faire un ARN guide, qui sont complémentaires de la séquence d'ADN qu'on veut modifier, et cet ARN guide s'associe avec cette grosse protéine Cas9, qui est cette fonction de coupeuse. Donc on a des ciseaux moléculaires très précis qui permettent de modifier. Alors quand on parle de modification de l'ADN, on peut penser par exemple à la réparation d'une mutation, donc c'est une réparation très précise. On peut aussi penser à l'insertion d'une séquence à un endroit donné, à une délétion d'un gène pour regarder sa fonction. On peut faire absolument ce qu'on veut avec cet outil. Alors, pour en revenir à ma frise, donc c'est la publication. Et ce qu'elles font dans cette publication, c'est qu'en fait, elles présentent un modèle théorique. Elles disent, en théorie, on doit pouvoir faire ça. Mais elles ne montrent pas que c'est possible. Elles ont 2 compétiteurs américains, Zhang et Church, qui sont, eux, absolument géniaux, et qui vont prendre le modèle qu'elle a proposé. Je perds des gens avec mon CRISPR-Cas9. Ah, d'accord. Et donc, ils vont prendre l'outil proposé par Doudna et Charpentier, et qui marchait dans les bactéries. Ils vont le tester dans des cellules de mammifères, en particulier dans des cellules murines et dans des cellules humaines. Ils vont pouvoir montrer, c'est la preuve de principe, ça marche. Et donc là va commencer une bataille de brevets épouvantable entre Jennifer Doudna, Emmanuel Charpentier et l'université et le MIT. Bataille de brevets qui a commencé en 2013 et qui n'est toujours pas finie, et qui est certainement la cause du ralentissement de l'attribution du prix Nobel. Les choses continuent.
il y a énormément de laboratoires dans le monde entier qui travaillent dessus. Donc au début, on commence à éditer le génome de cellules murines, de cellules humaines, de rats, de mouches. Et puis petit à petit, c'est une profusion totale. Tout y passe, des vaches, des porcs, des calamars, tout a été modifié. Et dans le domaine agricole, chez les végétaux, comme le reporte cette journaliste, en 2019, il y avait plus de 46 espèces végétales différentes dont le génome avait été modifié. En 2015, il commence à y avoir une expérience que je trouve très problématique, qui est réalisée par des Chinois, qui modifient l'embryon humain. Alors, on n'a pas le droit normalement de modifier l'embryon humain avec cette technique, mais les lois ne sont pas universelles. Donc ils disent, OK, on va prendre des embryons qui sont des embryons genre un peu tétraploïdes, c'est-à-dire qu'ils ne pourront jamais se développer, mais on va quand même faire la manip dessus pour voir si elle est réalisable et quel est le pourcentage d'efficacité. Donc c'est la première parution d'une manipulation d'embryons humains avec cette technique est en 2015. Et puis, alors là, ça c'est beaucoup, beaucoup plus grave. Un jour, la planète, c'est pas la planète, malheureusement, tout le monde n'est pas concerné, mais les scientifiques sont concernés. En octobre 2018, on a vent, parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de publications, parce que c'est éthiquement pas correct, donc la majorité du travail n'a pas été publié. Donc c'est plus des informations, des bruits de couloir, etc., qu'un Chinois et Jiang Kui, je m'excuse pour la prononciation, a fabriqué des embryons humains édités et que ça a donné naissance à deux petites filles, Lulu et Nana, qui sont totalement vivantes et dont il a modifié le génome. Bon, on pourra parler après dans la discussion du type de gène qui a été édité. C'était pour lutter contre le sida dont leur père était porteur. Et bon, tout ça aboutit finalement dans mon échelle historique à l'attribution du prix Nobel de chimie à Jennifer et à Emmanuel Charpentier en 2020. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est un nano-outil qui est facile à mettre en œuvre, qui est très peu onéreux, qui est bien plus efficace que les techniques qu'on utilisait avant, qui permet de réécrire complètement l'ADN en supprimant, modifiant, échangeant, ajoutant des gènes à volonté. C'est utilisé dans de très nombreuses applications, en recherche fondamentale, bien sûr, pour élaborer des modèles de maladies, d'études de fonction des gènes, en médecine, recherche médicale, en thérapie et en agronomie. Alors, bon, ça pose plein de questions. En particulier, la première question, c'est de savoir est-ce que ce sont des organismes génétiquement modifiés ou pas. Jusqu'à présent, les organismes génétiquement modifiés qui étaient faits par la technique classique, ils avaient des séquences étrangères et qui étaient intégrées un peu n'importe où. Et donc, c'était des organismes auxquels il fallait faire attention parce qu'on ne savait pas exactement ce qu'on avait fait comme modification. Avec la technique d'editing, on est très précis dans ce qu'on est en train de faire. Donc, est-ce que c'est vraiment des OGM ou est-ce qu'ils sont génétiquement modifiés, mais si peu que finalement, on peut très bien les vendre. Donc, il y a tout un combat actuellement. En Europe, ils sont toujours considérés comme des OGM, mais aux États-Unis, ils ne sont pas considérés comme des OGM. Donc, ils sont vendus, fabriqués, construits, etc. Et puis, il y a ce que je vous ai dit, on passe de l'OGM à HGM pour Human Genetically Modified. Donc, ça pose quand même de grosses questions. Apparemment, Lulu et Nana auraient une petite sœur ou un petit frère. Il y a des bruits de couloir qui disent qu'il y a des Russes qui ont aussi, c'est pas que je sois anti-russe, il y a des Russes aussi qui se seraient emparés de la technique et qui auraient fait naître un enfant dont le génome est modifié comme ça. Donc,
à mon avis, il est vraiment temps qu'il y ait un débat citoyen de toutes les nations et qu'on essaye comme je vous disais tout à l'heure, de trouver une législation universelle et qui mette des termes très précis à l'utilisation de cette technique. Oui, pour la modification du génome des cellules somatiques, c'est-à-dire de la peau, du foie, du rein, etc. Non à la modification des cellules germinales et de l'embryon. Voilà, donc j'en arrête avec ça. Et j'ai juste 3 petites diapos pour vous parler de ma dernière femme à honorer et de son rôle très important dans les vaccins ARN. Alors là aussi, j'ai apporté un livre que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, qui est fait par un journaliste, écrit par un journaliste, Fabrice Delay, qui s'appelle « La révolution de l'ARN messager ». Vaccins et nouvelles thérapies qui montre que cette idée d'utiliser l'ARN pour faire des médicaments est également extrêmement vieille. Elle a une bonne quarantaine d'années. Donc quand les journalistes nous ont dit « Ah, les vaccins ARN, ils sont sortis comme ça en un an », oui, les vaccins ARN peut-être sont sortis en un an, mais toute la recherche faite en amont pour utiliser l'ARN pour faire des vaccins, elle a pris une bonne trentaine d'années. Donc là, l'idée, c'est de s'affranchir complètement de la molécule d'ADN, d'utiliser l'ARN pour faire synthétiser des protéines thérapeutiques. Vous avez compris que les cellules endogènes, toutes nos cellules, fabriquent des protéines à partir de leurs ARN messagers propres. Si on leur fait parvenir un ARN messager, comme par exemple qui code contre la protéine spike du virus SARS-CoV-2, elles vont se mettre à traduire la protéine spike dans leurs cellules exactement au même titre que n'importe laquelle de leurs protéines. Donc en fait, c'est la cellule qui fait le boulot. Et puis après, si on s'en sert comme vaccin, cette protéine, par exemple la protéine spike, c'est une protéine étrangère, on ne la connaît pas. Donc notre système immunitaire va se mettre en route. Il va fonctionner de 2 manières. D'un côté, l'immunité cellulaire, donc on va fabriquer des protéines, des cellules T, des lymphocytes T qui vont reconnaître tout ce qui va être porteur de la protéine spike comme étranger, et au prochain arrivée de virus, elles vont détruire le virus. Et puis d'un autre côté, l'immunité humorale avec la fabrication d'anticorps spécifiquement dirigés contre la protéine spike par les lymphocytes B. Donc en fait, il y a cette stratégie de vaccin ARN, moi je la trouve fantastique parce que on fait faire par la cellule une protéine en petite quantité étrangère, et ensuite il y a le relais qui est pris par le système immunitaire pour garder cette mémoire et faire fonctionner notre machinerie pour se débarrasser de l'intrus. Alors, il y a en fait je mets 2 problèmes. En fait, il y a 3 problèmes dans l'utilisation de l'ARN. La première, jusque dans les années 95, l'ARN était extrêmement mal considéré. L'ADN, c'était le roi. L'ARN, c'était vraiment... et j'en sais quelque chose parce que j'ai travaillé pendant à peu près 30 ans sur l'ARN. La deuxième, qui est peut-être plus objective, c'est que contrairement à l'ADN, l'ARN est une molécule extraordinairement instable. Donc si on l'injecte dans un organisme, elle va être dégradée très rapidement par une série de nucléases. Et la troisième, c'est que si on injecte de l'ARN, petite quantité même, infinitésimale, à un organisme, immédiatement, l'organisme va développer la synthèse d'interférons et ça va aboutir à une inflammation qu'on ne veut pas. Donc ça, c'est en tête de toutes les personnes qui travaillent sur l'ARN à des fins thérapeutiques. Alors, je voudrais vous parler de cette femme, Katalin Karikó. Je ne vais pas développer beaucoup sur elle. Donc, elle est née en 1955 en Hongrie. J'ai ajouté que son père est boucher parce que tout le monde dit que c'était super bien, parce que du coup, elle pouvait aller dans la boucherie
et puis regarder un peu tous les organes des animaux morts, et comme ça s'initier petit à petit à la biologie. Apparemment, ça a compté beaucoup dans son parcours. Elle va faire des études à Szeged, c'est tout à fait au sud-est de la Hongrie, à la frontière avec la Roumanie et la Serbie. Et puis, après ses études supérieure, elle va migrer à Budapest, et là, elle va travailler dans le labo de Jenő Tomás, qui travaillait sur l'ARN, et elle tombe amoureuse de l'ARN. Elle ne va jamais quitter le monde de l'ARN et l'envie de faire quelque chose de magique avec l'ARN. Et puis les années sont super dures, elle n'a pas de poste, elle n'a pas d'argent, c'est le rideau de fer encore, c'est très difficile pour une chercheuse hongroise de se développer, surtout quand on a de l'ambition comme elle. Et du coup, elle part aux États-Unis avec sa petite fille de 2 ans, et elle est reçue à Template University. Elle déchante complètement. On n'aime pas son domaine de l'ARN, il n'y en a que pour l'ADN. Alors elle va de galère en galère jusqu'en 1997, donc on saute quand même 12 ans de galère. Et là, enfin, elle va être recrutée, elle va avoir un poste vraiment en biologie moléculaire. Et elle veut faire de la thérapie génique, non pas avec l'ADN, mais avec de l'ARN. Et sa galère s'arrête complètement lorsqu'elle rencontre un immunologiste qui s'appelle Drew Weissman, qui lui travaillait sur un vaccin contre le sida. Ils bossent ensemble, ils ne se quittent plus, et ils essayent de lutter contre les deux, je vous avais dit, particularités et inconvénients de l'ARN. La première, c'est comment faire en sorte que l'ARN ne soit plus instable. Ils vont essayer 100 modifications de l'ARN pour finalement en sélectionner 2. En particulier, ils vont remplacer le U, uracile, par un pseudo-uridine. Et ces modifications vont permettre d'échapper au système immunitaire, et d'autres modifications vont permettre de rendre l'ARN invisible complètement au système immunitaire. Et ce qu'ils vont montrer qu'en plus, c'est que cet ARN modifié est très performant, et si on l'injecte, il permet quand même une quantité de synthèse, enfin la synthèse de protéines, et en quantité importante. Et le problème, donc je vous ai dit, de l'ARN, c'est qu'il est vite dégradé, donc il faut l'encapsuler. Les recherches en parallèle dès lors sur ce domaine-là sont florissantes, et ils utilisent donc des sortes de nanoparticules lipidiques, des enveloppes, un peu comme du beurre, comme dit le journaliste, qui va protéger l'ARN et permettre son transfert à l'intérieur du corps. Et donc ça résiste à la dégradation, et ça facilite son entrée dans les cellules. Et en 2013, alors qu'elle est hyper convoitée par plein de boîtes, elle choisit de devenir vice-présidente senior de BioNTech. Bon, vous connaissez la suite de l'histoire. Ils s'associent avec Pfizer, et en 2021, ils font 26 milliards de bénéfices. 26 milliards de bénéfices, bon, c'est un peu moins puisqu'ils vont le diviser en 2 parts égales avec Pfizer, mais il reste quand même 13 milliards. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec 13 milliards ? Eh bien, il ne faut pas oublier que BioNTech, c'est une entreprise avec... je ne sais plus comment s'appellent les... c'est bête. Oui, pardon. Ugur Sahin et Özlem Türeci, c'est les 2 directeurs et directrices de BioNTech. C'est des gens absolument adorables, des médecins qui sont focalisés sur le cancer. Et ce qu'ils veulent faire, ils ont cartographié des milliers de cancers différents, cartographié tous les épitopes, enfin tous les antigènes caractéristiques de chacun de ces cancers. Et ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est faire des vaccins ARN spécifiques de chacun des types de cancers. Ça leur donne un peu de marge, c'est 13 milliards c'est en dollars, hein, ça fait moins en euros. Voilà, donc ils sont en train de travailler sur l'utilisation, toujours en vaccin,
de l'ARN pour lutter contre un certain nombre de maladies infectieuses, donc le Covid et apparenté, la grippe, le chikungunya, Zika, le paludisme, Ebola, le VIH, les cancers, comme je vous ai dit, certaines maladies auto-immunes, et puis il se lance aussi dans la thérapie de maladies génétiques comme la mucoviscidose. Donc le challenge continue, on s'en reparlera probablement dans 10 ans. Comment faire pour encore mieux protéger de l'ARN de la dégradation? Comment le faire pour le doser correctement pour qu'il n'entraîne pas les réactions inflammatoires? Comment le faire pour le transporter au bon endroit? Il y a une différence entre injecter un petit vaccin dans le muscle et puis faire des anticorps, ou essayer d'adresser un ARN à une cellule spécifique du rein, par exemple, ou du cœur, qui sont des organes plus profonds. Voilà. Et je terminerai avec un souhait. C'est que Drew Weissman, son collègue depuis une quinzaine d'années, Katalin Karikó, obtiennent le Nobel. Et s'il en faut 3, je rajouterai Peter Kullis, qui est un Américain qui a énormément fait pour que tous ces systèmes de nanoparticules lipidiques puissent être utilisés durant les 15 dernières années. Voilà, je vous remercie pour votre attention.